Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box, émission que vous retrouvez par ailleurs en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le marché se prépare pour le Day One, le premier jour de Donald Trump installé à la Maison Blanche. La cérémonie d'investiture aura lieu la semaine prochaine, le 20 janvier, et le marché vit au rythme des spéculations sur la stratégie douanière, notamment de Donald Trump, qui sera sans doute dans la séquence des Trumponomics une première dimension assez immédiate. La rumeur du jour, en tout cas les informations du jour apportées par l'agence Bloomberg, évoquent la possibilité de tarifs douaniers progressifs qui pourraient augmenter de quelques pourcents mois après mois. On avait eu il y a un peu plus d'une semaine l'article du Washington Post qui évoquait la possibilité de tarifs spécifiques sur mesure, à l'inverse d'une tarification douanière universelle, comme le plaidait Donald Trump pendant sa campagne. Bref, des ballons d'essai ici et là qui font réagir les marchés. On l'avait vu la semaine dernière avec l'article du Washington Post. On voit également une forme de détente, en tout cas sur certains marchés actions, à la suite de cette information publiée ce matin par l'agence Bloomberg. En tout cas, les indices actions européens ont poursuivi leur rattrapage au cours de cette séance. Vous aurez plus de détails dans un instant avec Pauline Gratel. La semaine sera chargée pour les prochaines séances, en tout cas, avec à la fois un volet macroéconomique important, la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis demain pour le mois de décembre, et puis l'ouverture de la séquence microéconomique avec des résultats d'importance qui commenceront à être publiés à partir de demain, à savoir les résultats annuels des grands groupes mondiaux, et ce sont les grandes banques américaines qui débuteront cette saison de publication à partir de demain. Voilà pour le programme. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, focus particulier sur le thème des matières premières. Ça tombe bien, le pétrole est à nouveau un sujet d'actualité avec un rebond des cours de l'ordre de 10% depuis les points bas depuis fin décembre. Focus matières premières, donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, avec le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, Benjamin Louvet, qui sera avec nous en plateau. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Effectivement, avec Day One en approche, le marché est dans les starting blocks et découvrait ce matin de nouvelles informations ou rumeurs, spéculations sur la politique douanière de Donald Trump. Oui, les bourses européennes et mondiales vivent au rythme des États-Unis et plus précisément au rythme des rumeurs concernant la politique douanière de Trump. Selon des informations de Bloomberg, le nouveau président américain pourrait opter pour une hausse progressive des droits de douane de 2 à 5% mois par mois. Bon, les marchés, je le disais, ont profité un peu de cette nouvelle rumeur. Oui, le CAC 40 gagne même plus de 1% au cours de la séance, autour de 7500 points avant de redescendre un petit peu. Les autres indices européens sont globalement en hausse. Les indices américains ouvrent dans le vert. Côté chinois, les marchés étaient aussi en forte hausse ce matin. Le Hang Seng progresse de 2% à Hong Kong et le CSI 300 terminant en hausse de 2,6%. Les investisseurs qui restent par ailleurs attentifs aux mouvements observés sur les marchés obligataires. Oui, le marché obligataire reste sous tension aujourd'hui. Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans évolue au-delà de 4,8%. Le rendement britannique de même échéance s'établit autour de 4,95% et le rendement de l'obligation française à 10 ans se rapproche des 3,5%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se stabilise autour de 1,0260 après avoir cassé hier le niveau de 1,02. Bon, et puis des indicateurs sur les prix aux États-Unis qui sont publiés cette semaine avant les prix à la consommation, l'inflation demain. Les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des prix à la production industrielle pour le mois de décembre. Oui, ces données sont très regardées dans un contexte où le marché ne price plus qu'une seule baisse de taux pleine de la Fed cette année. Les prix à la production industrielle aux États-Unis ressortent en hausse de 0,2% sur un mois en décembre. C'est moins que ce qui était attendu. En version core, les prix à la production industrielle sont à 0% sur un mois. Côté entreprise, Volkswagen a fait le bilan de l'année 2024 et fait état d'un recul
recul de ses ventes mondiales. Voilà, sans surprise, les ventes de Volkswagen reculent de 2,3% en 2024 pour s'établir à environ 9 millions de véhicules dans un contexte de forte concurrence chinoise et de réduction des coûts du constructeur en Allemagne. En Chine, précisément, les ventes sont en repli de 10%. Volkswagen avait revu ses prévisions à la baisse en septembre dernier. Le titre est en hausse de plus de 1%. Et puis c'est l'affaire du moment. Le sort de TikTok pourra être tranché dans les prochains jours. TikTok qui fait partie des options d'être interdit peut-être sur le territoire américain. Oui, sauf si sa maison mère trouve un repreneur américain d'ici le 19 janvier. Elon Musk se serait positionné pour acheter la plateforme. Selon Bloomberg, ce qui porterait sa communauté à 2 milliards de personnes, 1,6 milliard sur TikTok et 450 millions sur X. Mais TikTok a démenti ces informations en les qualifiant de pure fiction. Bon, et puis le programme de la semaine va monter en puissance à partir de demain, Pauline. Oui, demain ce sera une journée chargée. Côté macro, on prendra connaissance de l'inflation américaine du mois de décembre. Sur le plan micro, ce sera le top départ de la saison des résultats annuels. On attend ceux de Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs et JP Morgan. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous livre les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Guez est avec nous, directeur des gestions de Mirova. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vincent Juvin nous accompagne également, stratégiste global macro chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Et Florent Vabon est avec nous, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. On est à quelques jours du Day One de Donald Trump 2.0. Florent, je crois... Tout le monde a déjà fait l'exercice de réfléchir à ce que pourrait être Trump 2.0, mais c'est peut-être l'occasion d'en reparler, notamment avec cette séquence de rumeurs, spéculations, ballons d'essai sur la stratégie des tarifs douaniers. On peut imaginer que même la future administration Trump, sortie de la campagne présidentielle, réfléchit à la meilleure formule de tarification douanière dans un monde déjà beaucoup plus frictionnel qu'avant et avec des marchés américains, en l'occurrence, très attentifs, visiblement, à cette question, Florent. Et avec une inflation plus élevée que lors du premier mandat de Donald Trump. Donc c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire que finalement, il a été élu sur la base de ce qu'on pourrait qualifier de crainte de l'inflation ou de véritablement peur. Je veux dire, son traumatisme. C'est exactement traumatisme de l'inflation. C'est le mot que je cherchais. Et de ce point de vue-là, il n'a pas intérêt à ce que l'inflation reparte, sachant qu'il a lui-même évoqué le fait qu'il y a quelques jours, l'inflation était trop élevée et que les taux aussi étaient trop élevés. L'inflation était trop élevée. C'est Trump. Je pense que le mot qui revient sans cesse, c'est le mot de pragmatisme. Et je pense que c'est le bon mot à utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des effets d'annonce de se dire qu'il va y avoir des hausses de tarifs, de droits de douane pour l'Europe, pour la Chine, de X%. Mais il y a la réalité des faits. Et à notre sens, c'est plutôt une arme de négociation. Et ça, je pense qu'il l'a bien compris. Et ceux qui l'entourent aussi. D'ailleurs, il y avait eu une première rumeur, me semble-t-il, dans le Wall Street Journal, qui faisait état du fait qu'il y aurait une possible modération de ces droits de douane. Ça avait d'ailleurs entraîné une hausse des marchés actions européens, tout comme ce que l'on voit aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, on peut être tenté de se dire que ça va être modéré. Donc ça, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour l'inflation américaine. Elle est élevée, mais ça veut dire que ça ne va pas rajouter un effet one-off. C'est bon signe pour la croissance européenne, parce que ça veut dire que ça ne va potentiellement avoir moins d'impact en termes moins d'impact négatif en termes de croissance. Donc, il faut espérer. Ouais, je comprends. Mais j'oublie pas que Donald Trump est un animal politique hors norme et que avant tout, il a besoin de satisfaire sa clientèle politique. Ce que vous décrivez là, ce mélange de modération, de pragmatisme confronté à la réalité, évidemment, en tant qu'économiste, je comprends tout à fait que cette idée-là germe dans les cerveaux, mais ça permet quand même à Trump de satisfaire et de rendre à son électorat ce qu'il lui doit à travers cette victoire. Il y a une manière de spinner, de tourner les choses politiquement qui permet à Trump de garder aussi la confiance de son électorat. Alors je vais enfiler une casquette de philosophe éventuellement. Pourquoi pas. Le sujet, je pense, pour son électorat, c'est plutôt de savoir qu'il a la main. Et quand on a des armes pour négocier, ça veut quand même dire qu'on est en position de force. Quelqu'un qui est en contrôle et en maîtrise. Exactement. Et donc, s'il va et qu'il négocie et qu'il revient victorieux, d'une certaine manière, ça suffira. Ouais. On n'a pas parlé des baisses de taxes
Et ça, à mon sens, ça a plus de chances de se produire. Parce que là, Pas d'accord. forcément dans son intégralité, encore une fois, c'est Ouais. sans doute un petit peu plus circonstancié, mais ça suscite beaucoup plus d'adhésion du côté du Parti républicain. Ouais. Donc il ne faut pas oublier ce côté-ci. Non, non. Baisse de taxes, c'est plutôt pro-croissance. Ouais. Un petit peu pro-inflation par la demande. Ouais. On y reviendra peut-être sur l'inflation, mais il y a des raisons de tempérer un peu les craintes. Les craintes de résurgence d'inflation ? Oui. D'accord, oui, parce que les craintes, on ne sait plus trop dans quel sens elles sont. Hein. En Europe, il y a la crainte aussi de voir l'inflation trop basse, peut-être dans un futur plus ou moins proche. Vincent, sur ce Day One de Trump et sur l'idée effectivement qu'on aura peut-être une forme de modération, de pragmatisme qui pourrait s'exprimer chez Trump, on sent en tout cas qu'il y a une histoire de séquence et d'ampleur dans la mise en exécution des grands axes de sa politique qui va être quelque chose d'assez important et peut-être même qui va façonner le rythme des marchés là, au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Oui, c'est clair, les marchés sont dans l'expectative. Après les célébrations des premières heures, aujourd'hui, ça se demandait à quelle sauce ils seront mangés, sur le plan commercial, sur le plan migratoire. On a encore vu la semaine passée un marché du travail qui reste tendu, donc c'est vrai que là aussi, sur l'aspect migratoire, c'est un sujet. Je souscris assez fort à l'idée, mais enfin, c'est peut-être parce qu'on est économiste et qu'on voit le bon sens triompher, en tout cas, que ce sera le cas et que le pragmatisme se dominera aux États-Unis. On ne peut jamais dire jamais. Je pense qu'on peut faire sur ce plateau, à ce stade, que des suppositions. Maintenant, c'est évidemment pas dans son intérêt de mettre l'économie américaine à genoux. Les Américains sont sensibles à l'inflation. Donc, finalement, faire revenir l'inflation fortement, c'est pas le sujet. On sent d'ailleurs déjà que cette technique de négociation a bien fonctionné, puisque partout, on s'est montré prêt à discuter, prêt à négocier. Ursula von der Leyen en disant qu'on peut importer plus de gaz, les Canadiens aussi. Tout le monde s'est retrouvé à Mar-a-Lago pour essayer déjà un petit peu d'anticiper. Tout le monde, pas encore, mais presque. certains et certaines. Mais voilà, oui. donc en tout cas, on peut reconnaître que sur l'approche, ça semble avoir déjà porté ses fruits. Retenons en effet les baisses d'impôts qui sont plus fortes avec Trump qu'elles ne l'auraient été avec Kamala Harris. Pour les investisseurs que nous sommes, modestement, finalement c'est une bonne chose. C'est finalement davantage de bénéfices restitués aux actionnaires. C'est bon pour l'activité économique. On voit que le sentiment, en tout cas des acteurs de l'économie, PMI et autres, reste bien orienté. Donc voilà. J'en viens pas à souhaiter qu'on ait un Donald Trump en Europe, mais enfin, il nous manque un petit peu parfois en Europe cet enthousiasme qu'il faudrait susciter d'une manière ou d'une autre. Et voilà, donc l'année 2025 reste à l'entame de celle-ci, toujours une année dominée par cet exceptionnalisme américain qui est incontestable, difficile de challenger à l'heure actuelle, alors que l'Europe demeure embourbée avec ses propres problèmes. Il faudra sans doute attendre le deuxième trimestre pour peut-être voir un petit peu plus clair dans les perspectives de chaque zone. Je rebondis sérieusement d'ailleurs sur votre point, peut-être qu'il nous manque un Donald Trump en Europe. J'ai encore l'idée qu'on peut trouver d'autres options qu'un Donald Trump européen pour redonner un peu de perspective à l'Europe. Mais j'entends tout à fait le point, Vincent, et vous n'êtes pas seul à le partager. Le tir immédiatement. Voilà. Non, mais en tout cas, quelqu'un qui a de l'ambition pour l'économie européenne. Face à Donald Trump, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quand même une tactique, une stratégie. Alors, est-ce que c'est une position de force et un bras de fer face à un homme fort comme Trump ? Est-ce que c'est une autre approche ? Mais en tout cas, il y a forcément quelque chose à imaginer face à Trump. L'Europe n'avait pas besoin de Donald Trump rapport pour se mettre elle-même dans les problèmes en 2024. Je pense qu'il faut une ambition renouvelée. Elle a été évoquée notamment par Mario Draghi. Certains aspects, on a reconnu le caractère difficile de certains aspects du plan qu'il proposait. Il nous faut un axe franco-allemand fort. Alors, on a des élections en Allemagne prochainement. Espérons qu'il en sorte un exécutif qui ait de l'ambition pour l'Allemagne, mais de l'ambition pour l'Europe. On avait cet axe franco-allemand relativement fort durant le Covid, et on en mesure encore aujourd'hui tous les bénéfices. On parlait, avant que cette émission commence, de la situation en Italie, mais derrière les bons chiffres de la croissance en Italie, il faut voir en tout cas l'impact du fonds de relance européen. Donc il nous faut évidemment ce genre de mesures. On sait évidemment que tant en France, tant en Allemagne aujourd'hui, c'est difficile. Les exécutifs sont évidemment en difficulté, et dès lors difficile d'avoir des ambitions au niveau européen. Et c'est ça qu'il nous faut avant tout aujourd'hui, c'est plutôt que chercher la confrontation, c'est déjà pour nous-mêmes prendre les bonnes mesures pour nous relancer dans un monde où, tant en Chine qu'aux États-Unis, on pense d'abord à soi et où on ne va pas s'exporter hors de nos problèmes, ce qu'on pouvait encore faire auparavant. On pouvait compter sur une relance de la demande chinoise via l'automobile, via le luxe et ainsi de suite. Le luxe peut-être, mais les automobiles, ça ne marchera pas en 2025, malheureusement. Florent ? On commence, à ce propos, je rebondis aussi, on commence à percevoir un timide sursaut en Europe.
De qui? De quoi? Ah oui. De l'économie? Sur l'autonomie stratégique. Ah, l'autonomie stratégique. Oui. D'ailleurs, en réponse au droit de douane de Donald Trump qui avait été évoqué pendant sa campagne, alors Christine Lagarde n'est pas le représentant de la Commission européenne, mais elle avait déjà évoqué qu'il fallait potentiellement lâcher du lest sur le gaz naturel liquéfié, sur les plans de défense, etc. Interview très politique de Christine Lagarde au FT, si c'est la même référence que vous avez, Florent, où le mot d'ordre c'était la stratégie du book check, du chéquier, il faut négocier avec Trump. Voilà. Alors, c'est toujours très dangereux de dévoiler ses cartes avant de commencer à négocier. Donc après, c'était pas son rôle non plus, mais ça a le mérite de se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. D'ailleurs, juste après, on a des plans de compétitivité qui ont été évoqués du côté de la Commission européenne, plans de défense également. Ça peut vouloir dire que, d'une certaine manière, l'Europe sent qu'elle est au pied du mur et qu'elle n'a pas d'autre choix que d'avancer, que de négocier avec Donald Trump et puis encore une fois, véritablement avoir cette autonomie stratégique, donc investir. Ouais. Ça, c'est des dépenses d'investissement, c'est plutôt bon pour la croissance. Donc il y a des fondements, des fondations qui sont posées, des jalons qui sont posés ici et là, en attendant le grand moment politique de cohésion et de renforcement, quoi. Le rapport Draghi, pour moi, fait date. Alors, on l'a presque oublié, mais pour moi, fait date. C'est-à-dire que lorsqu'il est sorti, la réponse des Allemands, notamment, a été tout de suite une forme de révulsion. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est plus vraiment le cas. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, notamment avec les élections qui arrivent, où le frein à l'endettement, peut-être qu'il peut être légèrement levé, l'orthodoxie budgétaire peut être un peu modérée. Donc on commence à voir des choses, et le rapport Draghi, à mon sens, est quelque chose qui, à mon avis, qui a aiguillé un peu de cette flexibilité allemande. Voilà, exactement. Ah ouais, j'entends. Hervé, commentaires, vos réactions, vos remarques. Je reviens au sujet du moment. C'est Day One, la semaine prochaine, pour Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, écoutez, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était juste avant les élections. Ah ouais, ok. Et on parlait des Trump Economics et du marché. Je disais que le marché va commencer à acheter les Trump Economics et qu'on se dirigeait probablement vers des taux pas loin de 5. On y est aujourd'hui. Après, il y a eu une première phase dans laquelle ce que le marché a acheté, c'est un peu le biais cognitif qu'on a, c'est-à-dire Trump est rationnel, donc le pro-business, oui, la partie inflationniste, non. Et donc on a eu un gros rallye action et puis détente sur les taux. Puis à l'approche de l'arrivée de Trump, on se dit, bon, finalement, est-ce qu'il est quand même si rationnel? On a parlé tarifs douaniers, mais presque plus inflationniste que les tarifs douaniers, c'est la politique migratoire qui pourrait avoir une influence assez significative sur le taux d'inflation. Donc là, le marché revient sur, bon, et finalement, s'il faisait quand même un peu ce qu'il a dit qu'il allait faire, parce qu'il faut qu'il soigne son électorat, quelles conséquences ça pourrait avoir? Bon, donc, alors je sais pas... Tu disais philosophe, je pense que tu voulais dire psychologue. Je ne sais pas s'il faut avoir une approche rationnelle avec Donald Trump, c'est difficile. Une approche psychologique, ça me semble aussi très compliqué. Donc de ce point de vue-là, ce qu'a remis Trump, plutôt que de la visibilité, de la certitude, c'est quand même de l'incertitude, de la volatilité, de l'imprévisibilité. Est-ce qu'il suivra ses conseillers, des conseillers plus ou moins rationnel, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce que ce sera one shot, progressif, etc. Objectivement, comme ça a été dit, je pense que c'est pas sûr. On n'a pas la boule qui permet de comprendre ce que va faire Donald Trump. Donc on est clairement, d'un point de vue investissement, sur une phase qui est plutôt une phase d'imprévisibilité sur le choc qui est lié à ces mesures. Il y a si Trump a un côté pragmatique qu'on peut anticiper, c'est effectivement la partie... je pense qu'il a les yeux fixés sur les marchés, presque plus que sur l'économie. Et donc, il peut y avoir un phénomène autoréalisateur si les marchés s'en approchent trop des 5%, si ça tombe, etc. Donc ça peut lui faire dire, bon, oula, attention, il peut se passer quelque chose. Donc, ça peut être une espèce de forme de rappel rationnel en se disant, bon, il ne faut pas que... Tant que les marchés ne s'inquiètent pas trop de ce que je raconte pour faire plaisir à mon électorat, ça va. Si ça commence à aller pas bien, il faudra que je corrige. Donc, il n'a pas beaucoup de marge. Voilà. Et donc, à part exécuter à la perfection, il n'a pas beaucoup de marge par rapport à la situation des marchés. Voilà. Il n'a pas beaucoup de marge, mais lui, ça a été dit, paradoxalement, il a quand même la chance d'être sur une économie qui va plutôt bien, des anticipations de bénéfices qui sont à plus 15%, dès qu'il ose la voir... Biden, il
il doit quand même pleurer, quoi. Il doit se dire, alors, si j'insulte les Européens, et ben j'ai le Premier ministre italien qui dit que Elon Musk est un génie parce qu'elle a traité Kerstheimer de quoi quelqu'un de complice, non, je sais oui, enfin, de méprisable. De méprisable, pardon. Elon Musk a traité le Premier ministre anglais de méprisable, et la Première ministre italienne trouve que Elon Musk est un génie. Voilà, donc si l'Europe... La vraie question, elle est, me semble-t-il, pas tant côté américain, mais tu l'avais mentionné, c'est quelle est la réponse européenne. Et là-dessus, pour le coup, moi, je suis beaucoup plus pessimiste. C'est-à-dire le couple franco-allemand n'existe plus. L'Allemagne va encore presque trop bien pour se remettre en question, alors que ça va pas mieux, mais elle est toujours sur un modèle exportateur net extrêmement fort, malgré la baisse. Elle engrange des excédents commerciaux réguliers. Elle a l'impression qu'elle veut se battre à tout prix pour préserver ce modèle. Donc je pense que le réveil allemand sera lié à une inversion de ça. C'est-à-dire quand ils se rendront compte que la politique exportatrice ne peut plus être l'élément clé qui justifie les politiques économiques, ils changeront. Mais aujourd'hui... On n'en est pas là, vous dites. On n'en est pas là. Le niveau de douleur n'est pas encore suffisamment fort sur le modèle allemand. Tarif douanier sur l'automobile chinoise, pour ne pas parler des États-Unis, l'Allemagne a dit on vote contre. Ah oui, non. Donc on voit bien que pour l'instant, l'Allemagne est dans une situation où elle estime qu'elle va vouloir essayer de sauver le maximum de meubles qu'elle peut sauver sur sa politique exportatrice. Et de ce point de vue-là, elle est complètement antinomique sur une France qui a d'autres choses à faire et qui accueillerait le rapport Draghi de façon beaucoup plus volontaire, mais qui a encalminé dans une situation politique compliquée, des déficits budgétaires extrêmement élevés. Donc on a un couple franco-allemand malade des deux côtés du Rhin. Et effectivement, les pays périphériques ne pourront pas prendre le relais de façon durable de ce couple-là. Donc est-ce qu'il faut un Donald Trump européen? Je ne sais pas, mais ce qu'il nous faut, c'est un réveil européen où on ne parle plus d'autonomie stratégique, mais où on l'a fait. On est infichu de faire autre chose pour l'instant que de la régulation. Infichu de construire les sociétés technologiques de demain, d'avoir une politique très ferme, très claire sur les investissements, où est-ce qu'on veut les orienter. Donc je trouve que en tant qu'investisseur, m'intéresse à toutes les zones géographiques. Et c'est un peu avec colère qu'on se dit que la zone Europe... À part, on en parlera peut-être, un petit décalage ponctuel de valorisation qui fait que, allez, peut-être que l'Europe fera pas trop mal cette année, mais sur le long terme, l'Europe est ça va très mal, et il ne semble pas y avoir de prise de conscience forte sur la nécessité, non pas d'avoir intellectuellement une autonomie stratégique, mais de la construire. Défense, on est toujours nulle part. Les Français, Anglais font ce qu'ils peuvent. Les pays de l'Est continuent à acheter américain. Bon, est-ce que ça va s'inverser? Je ne suis pas sûr. Technologie, on s'est félicité, et c'est très bien d'avoir la première réglementation sur l'intelligence artificielle. Ah oui, sur l'IA. Très bien, on est champion de la réglementation. Est-ce qu'on pourrait avoir un acteur de l'intelligence artificielle qu'on soutient, quelle est la place qu'on va leur donner? Est-ce qu'on va accepter d'être à la menace d'une panne Microsoft? Donc ces sujets-là, d'un point de vue politique, on n'en parle pas. Trump hausse le ton. Qu'est-ce qu'on dit? On va acheter plus de GNL américains. Magnifique. Oui. Voilà. Donc il faut quand même, difficile d'être optimiste sur l'émergence d'un Trump européen. Enfin, pas un Trump, on a bien compris l'expression, pas au sens caractère de Donald Trump, mais au sens... Europe first. Europe first, non, c'est chacun pour soi first, et chacun va essayer d'aller négocier sur le sujet qui l'intéresse. Donc l'Allemagne, l'automobile avec la Chine et les États-Unis, les Français, le luxe avec la Chine et avec les États-Unis. Chacun va négocier. On a déjà vu l'Italie faire de même. Donc Europe first, on la voit pas. Est-ce que ça veut dire que pour un investisseur global, l'Europe n'a plus vocation à être un investissement stratégique, que c'est au mieux une poche tactique d'investissement aujourd'hui? C'est ce à quoi on est réduit, là? C'est le risque auquel on est clairement soumis. C'est-à-dire, si on regarde les flux et la direction qu'on prend, tous les investisseurs sont en train de s'orienter, que ce soit retail ou investisseurs institutionnels, le mouvement est très fort sur un des éléments de force qui pouvait être l'épargne européenne, qui est en train de se faire aspirer. Se faire aspirer par le marché américain et émergent Asie.
Donc même sur le sujet où on pourrait se dire tiens, il y a l'épargne mobilisable, on peut la mobiliser pour les investissements dans les entreprises, dans la technologie, dans la révolution verte, on a des investisseurs qui disent il n'y a qu'à voir les performances des marchés actions européens cette année et américains, mais enfin c'est les 2 dernières années. Non, en fait, on va commencer à diversifier, on va faire plus d'expositions US, quand bien même les valorisations sont élevées. Ouais. Donc franchement, le discours européen sur la technologie, sur la défense, sur l'épargne, pas à la hauteur des défis, sur la finance, c'est du discours. Oui. C'est du discours. Qu'est-ce que ça implique pour l'investissement quand même en cette année de 2025 ? Parce que c'est aussi, alors j'allais dire, c'est toujours un peu la même histoire avec l'Europe, c'est que beaucoup du pessimisme et des questions structurelles qu'on soulève, beaucoup se retrouvent quand même déjà en partie dans les prix de marché, les valorisations des actifs européens. Vincent, quel état des lieux là vous dressez de cette asymétrie qu'il y a des deux côtés de l'Atlantique ? L'Europe, c'est trop bon marché pour être sous-pondéré, soyons réalistes. En effet, comme vous le dites, il n'y a pas de raison d'être particulièrement enthousiaste à court terme, il n'y a pas d'histoire à raconter. Le meilleur argument qu'on a pour l'Europe, c'est que c'est bon marché. C'est bon marché, effectivement. On est relativement bien payé pour attendre. Les entreprises européennes continuent de choyer leurs actionnaires tant qu'elles peuvent. On a à nouveau une année de record en termes de distribution de dividendes. Ça vient d'être communiqué notamment par la maison qui le publie chaque année. Donc on est bien payé pour attendre. Donc voilà, on ne peut pas être en décalage. Maintenant, même si l'Europe fait un peu mieux que les États-Unis dans les premières journées d'échange de l'année, c'est vrai que... Oui, ramener en dollars, je ne suis pas sûr qu'on fasse... C'est autre chose, si bien que ça. Mais c'est vrai que j'ai du mal à voir l'Europe surperformer les États-Unis au cours du premier trimestre. Je pense que l'avantage demeure aux États-Unis. Enfin, on le verra la semaine prochaine, la saison cette semaine. Dites le momentum, parce qu'on peut regarder la valo du marché américain, on peut se faire peur, on est, j'imagine, dans des percentiles très, très élevés, quasiment en matière de cherté pour le marché américain, mais vous dites qu'il y a un facteur momentum là, pour moi, la rotation contre lequel on ne peut pas se mettre. Elle a d'abord lieu aux États-Unis avant d'avoir lieu internationalement. Okay. Donc, pour moi, je résumerai les choses ainsi. On a les États-Unis, c'est un marché bêta pure play. Enfin, je veux dire, on est avec la tech comme driver, mais plus uniquement, je pense que la thématique aujourd'hui de diffusion de la croissance bénéficiaire, plus à l'avantage des autres secteurs, ou en tout cas d'autres secteurs qui rivalisent avec la tech davantage, c'est assez bien acquis par la plupart des investisseurs. La thématique Equal Weight qui avait surgi en juin dernier continue à faire tache d'huile. Donc voilà, élargissement de la performance aux États-Unis, au sein du S&P 500, au sein des niveaux de capitalisation. L'attrait pour les small caps aujourd'hui est beaucoup plus important aux États-Unis notamment. Europe, c'est plutôt un marché pour être neutre, plutôt un marché de rendement, ça le reste. Moi, je serais plutôt sur des valeurs immobilières, des valeurs bancaires en Europe. Il y a des pour le coup, le secteur bancaire fait plus de 20% l'an dernier en Europe. On a des perspectives d'M&A, on a du rendement et tout ça, c'est très bien. Le marché deep value, alors s'il faut en trouver un, alors allons-y franco. La Chine. Oui, bien sûr. Donc là, tant qu'à faire. Et on a plutôt plus de croissance bénéficiaire qu'en Europe. Donc, et on a plutôt des autorités qui sont tentées d'utiliser le marché action justement pour relancer un petit peu la confiance. Elles l'ont fait avec succès en 2024. Ça a mal commencé en 2025. Aujourd'hui, ça va mieux. Trop tôt pour dire si c'est durable, mais en tout cas, c'est facile, je dirais, de relancer la confiance par ce canal-là. Ce sera plus facile que de relancer la confiance par une remontée des prix immobiliers qui, là, est beaucoup plus cher à atteindre. Ouais. Florent, dans quelle mesure les taux, notamment vous évoquiez l'inflation tout à l'heure, dans quelle mesure les taux long terme, comme on les voit monter depuis quelques semaines, peuvent être un problème, notamment pour le marché américain. Je redonne, c'est 74% désormais du MSCI World, les États-Unis. Moi, j'étais resté aux 2/3, voire 70%. Maintenant, on m'a dit c'est 73-74%. Ça monte encore. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des taux longs, de ce mouvement un peu global de repricing ? Et où est la limite de ce point de vue-là ? Ça amène à se questionner, j'imagine, sur les perspectives d'inflation, là. Et vous aviez l'air de dire qu'il fallait peut-être ne pas être trop inquiet à ce stade, modérément inquiet. Voilà, je ne veux pas trahir votre pensée d'un risque de résurgence de l'inflation. Quel est l'argumentaire derrière la Flan ? Peut-être parler sur les taux longs déjà pour commencer. Effectivement, pour caricaturer, mais on n'est pas loin des choses. C'est-à-dire que depuis que la Fed a baissé ses taux de 100 points de base, les taux de marché, le 10 ans américain a pris 100 points de base. Je crois que c'est à peu près une équation juste, oui. Voilà. Et c'est relativement, voire même je dirais, c'est inédit. Dans une période de baisse de taux,
il arrive à certains moments de l'histoire où les taux d'intérêt remontent légèrement, les taux d'intérêt de marché, j'entends, lorsque les taux directeurs diminuent, mais pas dans cette ampleur. Ouais. Et d'autre part, le seul parallèle historique, alors à chaque fois que je viens sur ce plateau, j'ai une habitude, c'est que je parle d'Alan Greenspan, donc je vais recommencer. Le seul parallèle historique que l'on peut dresser, c'est lorsque Alan Greenspan a effectué son ajustement de politique monétaire, a fait atterrir l'économie en douceur et n'a baissé les taux que de 75 points de base, les a maintenus pendant une certaine période, pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, et les a ensuite remontés avant de les rebaisser, etc. Ça, c'est les années 90 ? Exactement, les années 90, et à ce moment-là, les taux d'intérêt de marché étaient plutôt restés stables. C'est-à-dire que le 10 ans américain n'avait pas augmenté de 100 BP comme aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà la situation qui est inédite de ce point de vue-là. Alors, là où ça pose problème, c'est qu'effectivement, c'est pas nécessairement ce que voulait la Fed, a priori. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est que finalement, l'économie américaine arrive à gérer ce niveau de taux d'intérêt pour le moment. Le rapport qui a été publié ce matin pour les petites entreprises américaines nous indique qu'elles voient les conditions de crédit qui leur sont accordées se détendre un petit peu. Améliorer ? Alors, elles ne sont pas encore en train de dire qu'elles vont déployer du cash pour investir, pas encore, mais elles voient des perspectives bien meilleures pour l'économie américaine, les petites entreprises. Alors, il y a sans doute l'effet Trump, on en a parlé, mais là où, par exemple, ce matin, je pensais que l'effet s'estomperait, finalement, le chiffre a été plus fort que ce que les attentes, plus fort que les attentes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dans l'économie américaine qui se passe, qui est de se dire, on a un taux d'intérêt qui, aujourd'hui, n'est pas forcément en train d'impacter négativement l'économie. Pas aussi restrictif que ce qu'on peut imaginer. Peut-être qu'on n'est pas loin de la fameuse neutralité. Alors ça nous ramène à quelque chose de théorique. Alors moi, j'ai on a quoi, 4,25, c'est ça, sur les taux directeurs de la Fed, c'est ça aujourd'hui. Sur la fourchette basse, semble-t-il. 4,25, 4,50, ok. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed n'a pas besoin de baisser beaucoup ses taux. Donc une fois qu'on a dit ça, forcément les marchés l'anticipent, font remonter les taux de marché, et le problème c'est que par sympathie... Oui. Par contagion, oui. Pas forcément très bon, pas très heureux. Donc par sympathie, les taux européens remontent. Et là, c'est beaucoup plus problématique. D'accord. Là où pour l'économie américaine, à mon sens, alors 4,8, ça commence à faire beaucoup. Oui. Quelque chose entre 4,3 et 2,5% de taux réel, 2,5% de taux réel autour. C'est un peu élevé, mais c'est pas encore non plus excessivement élevé. Et ça devient attractif. Et ça peut devenir attractif, effectivement. On peut être tenté de se dire que ça peut retomber aux alentours de 4,5 sur le taux de 10 ans américain, quelque chose comme ça. Là où c'est plus problématique, c'est pour l'Europe. On prend le 10 ans allemand, ou français. Bon, oui. De 2 à 2,6, quasiment en l'espace de quelques semaines. Dans une période où la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, et là, aurait plutôt envie que les pressions obligataires diminuent pour qu'il y ait un effet boost sur l'économie européenne. Et comment vous avez vu la capacité de la BCE à s'affranchir, s'il le faut, à nouveau, de la politique monétaire américaine, si la Fed devait se mettre en pause durable pour plusieurs mois ? Je pense que ce que cette séquence reflète aussi, c'est l'incertitude vis-à-vis du temps qui sépare le moment où on se parle, l'investiture de Donald Trump. Donc il n'est pas improbable que les choses se détendent un petit peu et qu'on ait une détente sur les taux obligataires aussi, allemands, français, etc. Après, il y a un autre concept théorique, un peu magique aussi, c'est la fameuse prime de terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs, pour le dire très simplement, la prime de terme, c'est on exige un rendement supplémentaire pour prêter à un État sur le long terme. Parce qu'à long terme, il peut se passer plein de choses. Il y a des problèmes de déficit à financer, peut-être que les États vont trop s'endetter, il y a des problèmes de soutenabilité de la dette, il y a de la volatilité sur l'inflation, il y a une incertitude sur le fameux taux neutre, on ne sait pas véritablement où il se situe. Et donc pour toutes ces raisons-là, la prime de terme a augmenté. Mais elle a augmenté principalement aux États-Unis. Et ensuite, elle impacte les taux européens. Donc, encore une fois, la BCE se retrouve dans une situation délicate. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui diminue fortement, qui va probablement encore continuer à diminuer pendant un certain temps. On a une inflation dans les services qui est élevée, mais nous, on anticipe qu'elle va commencer à s'apaiser là dans les prochains mois. Donc ça lui laisse des marges de manœuvre, au moins, à mon sens, sur la première partie de l'année. D'accord. Après, et c'est là où le plateau aujourd'hui se divise en deux, c'est que moi, je suis beaucoup plus optimiste sur la croissance européenne pour 2020. Alors là, vraiment... Conjoncturellement, il y a quand même quelque chose de pas si défavorable. Exactement. Malgré le degré exceptionnel d'incertitude et de pessimisme et d'incertitude politique. Et d'ailleurs, pour coupler avec le marché d'actions, et je finirai là-dessus, il y a un pessimisme qui est peut-être un peu trop élevé. Et donc finalement, le degré de surprise qu'il faut pour que les choses se rétablissent, entre guillemets, ou qu'il y ait un rebond des actions européennes, il est finalement assez bas. Il faut mettre un chiffre sur la croissance européenne cette année Nous, on est à un petit peu plus de 1. Ah oui. Ah oui, ça c'est le moyenne annuelle. Consensus moyen est à 0,9. Il est en dessous de 1. Ouais, c'est ça. Alors, je rappelle une chose, c'est que le croissance potentielle de la zone euro, c'est à peu près 1%. Oui. Donc,
On est un peu en dessous. 0,9, 1. Je ne pense pas que l'histoire jugera les défis européens à l'aune de dixièmes de points de base comme ça. Mais, pour clarifier peut-être un élément précisé, moi j'ai beaucoup moins de certitude sur le court terme, à la limite, et sur l'année 2025 que le long terme. Ce que je dis juste, c'est que les États-Unis, sur la décennie qui vient de suivre, gain de productivité et démographie. La France, pas de gain de productivité, beaucoup moins de démographie. C'est 15 ans d'investissement continu, c'est ça qu'il faut comprendre. Exactement. Potentiel la zone Europe, c'est 1. Alors, si on est content si on fait 1, on est un peu déçu si on fait 0,8. Sérieusement. Non, mais voilà. Donc mon sujet, il n'est pas sur l'année 2025. Encore une fois, il y a des risques, à mon avis, aux États-Unis, probablement plus en fait sur les niveaux de marge des gros acteurs de la tech et la capacité à maintenir ça, notamment sur les acteurs de l'intelligence artificielle. Donc il y a des zones de risque qui peuvent faire que les États-Unis ne vont pas bien. Malheureusement, je pense que si les marchés actions américains vont pas bien, on n'aura pas les marchés européens qui vont aller très bien non plus. Voilà. Mais bon an, mal an, compte tenu des écarts de performance qu'on a eu l'année dernière, du pessimisme très ambiant sur l'Europe, ce que je dis finalement, j'enfonce des portes ouvertes un petit peu sur les problématiques européennes à moyen long terme, fait que le fait de se dire est-ce que sur 2025, sur un malentendu, j'avais envie de dire, on ne va pas avoir un marché européen qui va faire un peu mieux que le marché américain, pourquoi pas ça? J'ai vraiment pas une confiance forte sur ce sujet. De toute façon, j'ai envie de dire, ça a été dit, quand on a un gérant actif long terme, c'est aussi, alors peut-être c'est le seul élément d'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une tendance naturelle à surpondérer l'Europe. Parce qu'un fonds global, si c'est un fonds américain diversifié, ça ne remplit pas son rôle. Donc globalement, les gérants actifs sont quand même plutôt surpondérés Europe. Ce qui est pas, quand on gère avec les risques, oui. Il y a la force de rappel. On ne peut pas dire que sur le marché, il y a une sous-pondération très très forte des marchés européens. Voilà. Donc moi, mon point, c'est pas de dire sur 2025, est-ce que finalement, sur un malentendu, l'Europe va pas faire mieux que les États-Unis ou le timing. J'ai pas de confiance là-dessus. Ce que je dis juste, c'est que sur le long terme, les défis européens auxquels on a à faire face, il n'y a pas le début, l'ombre. Le rapport Draghi, ça a été dit, mais enfin, est-ce qu'il a résurgi un tout petit peu? Enfin, on est peut-être les seuls à être au courant alors, parce que sinon, enfin, j'ai pas du tout l'impression que ça fasse le début d'une prise de conscience d'investissement politique européen. La plateforme politique pour porter ça aujourd'hui, je suis d'accord, mais il existe, il a le mérite d'exister. Et du coup, pour finir, on en parlera, ce qui peut être inquiétant sur les taux, hein, donc européens pour le coup, c'est à se demander si les incertitudes politiques très fortes et la disruption que peut faire Donald Trump, cette Europe qui a tendance à tirer à hu et à dia en fonction de ses intérêts allemands, français, n'est pas en train d'apparaître une prime de risque liée à la construction européenne, sur la capacité de l'Europe à maintenir ça. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les investisseurs internationaux, américains, Asie, l'euro fait partie de leur allocation stratégique assez fortement. Ils se questionnent aujourd'hui fortement sur qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre comme projet de long terme sur la construction européenne. Donc je pense qu'effectivement, c'est bien d'essayer de négocier avec Donald Trump, de voir qu'est-ce qu'on peut arracher, est-ce qu'on achète un peu de GNL. Il faudrait quand même vraiment qu'il y ait une vraie prise de conscience, pas par les mots, mais par les actions, de ce sujet de souveraineté européenne sur lequel il n'y aura pas de rebond durable des marchés européens en dehors de cette prise de conscience. Une question de volonté ou de capacité politique aujourd'hui, effectivement, qui est vraiment sur la table. À propos de défis, Hervé, comment vous regardez, alors, dans votre univers, en tout cas dans votre dimension d'analyse, tous ces départs en série des grandes alliances net zéro, que ce soit pour le secteur bancaire, pour les asset owners, etc. Là, on a eu une multiplication de départs. En gros, les grandes banques américaines et des européennes qui sortent aussi de ce genre d'alliance. En 2016, on n'avait pas eu ça. C'est-à-dire que, alors, il y a aussi l'exemple de Meta, du pivot que fait Meta sur sa stratégie en matière d'information sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une concomitance avec l'arrivée de Donald Trump qui fait qu'on s'interroge. Mais en 2016, il n'y avait pas eu ça. Il n'y avait pas eu cette mise en ordre, si je puis dire, sous Trump 1.0. Alors, la différence, c'est que sur 2016, Trump était évidemment climato-sélectif, pas du tout pour, etc. Mais on se disait, ça va passer. Il a beau dire, il a beau dire, les politiques industrielles bas carbone sont portées par les États dont beaucoup d'États républicains, et donc c'est plus du langage que des vraies mesures très fortes. Il y en a eu quand même, mais finalement,
post-2016, s'est dit, bon, il faut continuer sur l'agenda. Ce qui s'est passé entre 2016, c'est pendant le mandat où il n'a pas été élu, le sujet, donc, qu'en Europe on appelle l'ESG ou l'investissement responsable, a été politisé par les Américains, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que là, en 2016, on était vraiment sur est-ce qu'il faut investir dans l'économie bas carbone. Bon, là maintenant, il faut se faire élire avec Tesla, donc potentiellement, il y a eu un mouvement là-dessus. Mais par contre, le sujet des politiques d'investissement responsable a été politisé, si je caricature un petit peu, en disant ces sujets de prise en compte des dimensions environnementales et sociales, c'est un projet d'extrême gauche, c'est du woke capitalism. Nous, les républicains, on est archi contre ça. Et les États républicains ont enchaîné sur des plaintes auprès de tous les grands acteurs financiers implantés aux États-Unis, qu'ils soient américains ou européens, en disant, si vous mettez à votre agenda des sujets environnementaux ou sociaux, c'est forcément au détriment de votre seul objectif raisonnable et rationnel, parce que Trump est très rationnel, qui est de faire de la performance financière, et donc on va vous poursuivre, voire on va vous poursuivre pour entente. Donc c'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer, et donc par crainte. Oui, j'entends. De ça. Par prévention. Oui. Par politisation et judiciarisation du sujet. Oui, j'entends. Aux États-Unis, il y a un retrait de ça. Est-ce que ça va se traduire? Est-ce que ça va avoir des effets réels en dehors des effets d'affichage? Bon, ça aurait été un peu curieux de ma part si je vous avais dit toutes ces alliances ne servent à rien, la mobilisation des acteurs financiers, ça sert à rien, et donc le fait qu'ils se retirent, dire que ça aura zéro impact. Mais c'est pas non plus la condition sine qua non pour que le travail se poursuive. Alors, il me semble qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est sur la politique sociale, c'est-à-dire on voit, là pour le coup c'est descendu au niveau des entreprises, sur les sujets de diversité et inclusion, là il y a un vrai retour en arrière très très fort. Bon, à la limite, le côté modèle français, universel, etc., pourrait comprendre ça, puisque c'était aller très loin. Donc il y a un vrai retour en arrière sur ce sujet de diversité et inclusion. Sur le sujet du climat, pour le coup, ce que je viens de dire reste vrai, c'est-à-dire que les investissements vont continuer. On allégera peut-être certaines contraintes, etc. Mais Tesla ne va pas se mettre à fabriquer des moteurs thermiques pour faire plaisir à l'électorat populaire, etc. Donc la transition climatique va se poursuivre. Elle va se poursuivre dans l'économie, donc elle va se poursuivre avec les entreprises, même si elles affichent moins. Voilà. Néanmoins, le fait d'avoir des investisseurs qui prennent moins d'engagement, etc., c'est le rôle d'aiguillon qu'ils pouvaient avoir sur les financements de nouveaux projets charbon, pétrole, etc., va être ralentir. Donc la crainte, c'est pas tellement qu'on ait un ralentissement sur les investissements sur les technologies vertes. La crainte, c'est que ça... une crainte, du coup moi je suis convaincu que ça va continuer, mais c'est qu'on aura en parallèle aussi potentiellement beaucoup d'investissements sur tout type d'investissement, énergie fossile, pétrole, charbon pourquoi pas, gaz de schiste, etc. Et donc la crainte elle est pas tellement sur le coup de frein au développement des énergies vertes, auquel je pense mais c'est le redémarrage de la partie fossile. C'est le redémarrage de tout l'ensemble fossile et la perte du rôle d'aiguillon des investisseurs sur ce sujet-là, qui va continuer à mettre à risque les accords de Paris, si tant est que le 1,5 degré reste un objectif réaliste, ce qui pourrait faire l'objet d'un autre débat. Oui. Bon, on parlera déjà matières premières, je le rappelle, dans le dernier quart d'heure. Il y a à la fois le pétrole, le fossile, il y a aussi tous les métaux et la partie dimension technologie verte derrière qui est aussi importante à prendre en compte. Vincent, il nous reste 2 minutes. Alors je sais pas, la Chine, je veux bien qu'on en redise un mot quand même, parce que il va falloir suivre la manière dont le dialogue ou la conversation entre la Chine et les États-Unis évolue avec l'arrivée de Donald Trump. Vous évoquiez tout à l'heure la décote extraordinaire des actifs chinois. Bon, le nombre de rebonds qu'on a eus qui n'ont pas été suivis d'effets, c'est vrai que ça nous laisse un peu sur notre faim, j'imagine. En tout cas, pour rebondir sur le sujet précédent et répondre à votre question en même temps, la Chine reste avec cet objectif de net zéro d'ici 2060. Vient d'ailleurs d'annoncer un immense projet d'infrastructure de barrage hydroélectrique. Alors, je ne sais pas si c'est super pour l'environnement, mais en tout cas pour l'approvisionnement vert en énergie, c'est une bonne chose. Continue à investir massivement dans la transition énergétique. C'est en Chine ça coûte moins cher d'acheter une voiture électrique qu'une voiture thermique en Chine, alors que chez nous, ce n'est pas encore le cas. Donc, raison pour laquelle ça devient évidemment le premier marché de l'autonomie électrique. Ils nous ont une avance tout à fait incontestable dans ce domaine.
Et c'est pas le seul. La Chine, c'est le leader incontesté de la 5G. On l'oublie trop souvent. Mais enfin, je dirais, avant Covid, c'était un peu le sujet de discussion. On l'a pas pris en Europe. Plein d'autres pays l'ont fait, Moyen-Orient et autres. Moi, j'avais la chance d'être à Monaco la semaine passée. Je me suis laissé dire que les autorités monégasques ont pris la 5G chinoise. Je ne sais pas si après, c'est une bonne ou mauvaise décision. Oui, on se souvient de l'affaire Huawei, ZTE, etc. Il y a plein d'autres pays qui font le choix des technologies chinoises. On parle évidemment beaucoup de semi-conducteurs, là, depuis évidemment le trend AI. Et les États-Unis avaient décidé de limiter l'exportation de technologies critiques à la Chine pour garder leur avance. On se rend compte que finalement, cette approche ne porte pas ses fruits. Ils sont en train de rattraper leur retard et mieux, ils sont pour devenir des leaders de semi-conducteurs d'ici 2030. Alors qu'aux États-Unis, on construit des usines de fabrication. En Europe, on a évidemment, pour toutes les raisons qui ont été justement évoquées, on est toujours en retard. Nos usines qui devaient ouvrir en Allemagne ne verront sans doute jamais le jour. Mais la Chine est en train de devenir un leader dans tous ces domaines. Donc, évidemment, je pense plus à moyen long terme. Ça veut dire que, en tout cas, on ne peut pas se passer de la Chine dans nos portefeuilles. Est-ce qu'en 2025, ils réussiront ? Ils ont réussi à certains égards en 2024. En tout cas, à recréer de l'enthousiasme localement pour leur marché equity. Il n'y a pas d'investisseurs occidentaux qui ont évidemment souscrit à ce mouvement. Je pense encore une fois qu'ils le essaieront via ce canal-là en 2025. Il en faudra plus pour sortir l'économie de l'ornière. Les baisses de taux qu'ils ont réalisées ou les baisses de ratio de réserve obligatoire n'ont pas été suivies par une demande de crédit. C'est là le problème évidemment de la déflation qu'ils traversent. Mais enfin, ils sont acculés à réussir. Et force est de constater qu'alors qu'en Europe, on n'essaye pas. Pour l'instant, il faudrait, eux au moins, essayent. Alors, est-ce que ça réussira en 2025 ? En tout cas, si on cherche un marché value où se positionner, il y a un marché qui essaye objectivement, avec beaucoup d'échecs jusqu'ici, mais qui continue. Donc, sur la thématique, en tout cas, de repricing ou de marché qui pourrait converger vers ces moyennes historiques, je parierais peut-être plutôt sur celui-là. Bon, c'est le jeu du concours de beauté permanent et éternel des marchés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Florent Vabon, Ecofi et Hervé Guez, Mirova. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières, avec cet exercice toujours un peu compliqué de prévision ou de perspective ou de réflexion sur ce qui pourrait animer le compartiment des matières premières au démarrage de cette nouvelle année 2025 en l'occurrence. Benjamin Louvet à mes côtés, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'être là. Il y a déjà une forme d'actualité immédiate puisqu'on se remet à parler du pétrole. Alors, je n'ai pas mesuré précisément, mais on a dû reprendre, que ce soit sur le Brent ou le WTI, une bonne dizaine de pourcents par rapport au point bas qu'on avait atteint fin décembre. Je redonne un peu de perspective. On avait eu des prix extrêmes, évidemment, au déclenchement de la guerre en Ukraine. On a dû aller jusqu'à 100, 120 dollars le baril. Et c'est vrai qu'en regardant la photo sur ces 2 dernières années, on a plutôt un trend quand même très baissier sur le pétrole. D'où cette interrogation qu'on peut avoir sur ce rebond d'une dizaine de pourcents qu'on observe depuis quelques semaines. Pourquoi, comment et jusqu'où, bien sûr, Benjamin? Alors, on a plusieurs choses, Grégoire, qui rentrent en ligne de compte. D'abord, le début de l'année et la période hivernale, ça ne vous aura pas échappé. On le ressent. Et cet hiver est particulièrement froid en Europe et aux États-Unis. Et donc, on voit une hausse de la consommation, notamment de fuel domestique, qui est assez sensible et qui entraîne déjà quelques petites tensions sur le marché des produits pétroliers dans leur ensemble. Mais au-delà de ça, Grégoire, le vrai sujet, c'est le sujet des sanctions internationales supplémentaires sur le pétrole russe, avec cette fois-ci des sanctions qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur, jusqu'aux intermédiaires, les assureurs, les vaisseaux, c'est ça, les ports. Et donc là, ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu aussi un aveu d'échec de la stratégie des pays occidentaux, parce qu'on voulait affaiblir Poutine en l'empêchant de vendre son pétrole cher. Et au final, le seul moyen qu'on ait éventuellement qui gagne moins d'argent, c'est d'arriver à l'empêcher de vendre son pétrole. Donc effectivement, il gagnera moins d'argent, mais ça a un coût pour nous. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on paye notre pétrole plus cher pour l'instant. Alors, comment ça peut évoluer ? On attend une hausse de la consommation au premier trimestre à cause de la hausse de la demande, essentiellement à cause de l'hiver. On attend à peu près 1 600 000 barils de plus qu'au premier trimestre l'année dernière, donc par jour de consommation. Donc, c'est pas neutre. Mais pour moi, sur le moyen terme, sauf à ce qu'on ait une économie qui rebondisse de façon extrêmement violente, on s'attend à une hausse de la consommation, mais on a toujours ce coussin
qui a conservé l'OPEP de production qu'elle a retirée du marché et qui n'a pas été remise sur le marché. Donc, à moins d'avoir des mesures extrêmement efficaces sur les sanctions sur le pétrole russe et de ne plus avoir le pétrole russe qui arrive sur le marché, auquel cas, là, on parle de quasiment 10 millions de barils par jour. Donc, c'est à peu près 10% de la consommation mondiale. Et donc là, l'impact est loin d'être neutre et le prix pourrait continuer à monter. Mais si les Chinois, les Indiens, qui sont les principaux clients de la Russie, arrivent à trouver des moyens de contournement, il y a aujourd'hui des réserves de production suffisantes pour que le prix du pétrole reste, on va dire, aux alentours des 70-75 $, et difficilement au-delà. Sauf à ce que je vous dis qu'on arrive à complètement encercler les exportations de pétrole russe. À ce moment-là, le problème sera beaucoup plus grave. Mais ça veut dire aussi de l'inflation chez nous. Forcément. Pas mal de questions quand même sur alors, ce que Trump peut apporter au marché de matières premières. L'idée d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, donc c'est sur la table, ça fait partie des promesses de campagne de Donald Trump. Peut-être pas tant d'ailleurs vis-à-vis de son électorat américain que du reste du monde. Ça devait être fait en un jour. On a tous compris que ce serait fait sans doute en... Il va falloir s'occuper du Canada, du Groenland, un peu plus de temps. Panama, voilà. Pour l'instant, il est sur le Groenland et le Canada, mais évidemment que le sujet va vite venir. Je ne sais pas comment on réfléchit. Bon, déjà, on ne sait pas quelle forme prendrait cet éventuel cessez-le-feu, mais comment on réfléchit à l'idée d'un apaisement de ce foyer de tension important en Europe depuis plus de 2 ans maintenant, déjà, avec une des premières puissances énergétiques mondiales. Déjà, il faut trouver un moyen de faire venir Poutine autour de la table. Et certains, justement, évoquent le fait que les nouvelles sanctions sur le pétrole russe pourraient être un moyen d'avoir des éléments de négociation à offrir à Vladimir Poutine dans le cadre de cette négociation. Dire, voilà, si tu négocies sur la paix en Ukraine, on rachète ton pétrole. Pourrait être un peu plus indulgent et moins regardant sur le commerce de ton pétrole. Ce qui serait un deal gagnant-gagnant pour les États-Unis, parce que du coup, ça ferait rebaisser les prix du pétrole, et le monde serait soulagé, et en même temps, on aurait réglé le problème ukrainien. Donc, est-ce que c'est un coup de boost, une aide de Joe Biden avant son départ dans l'intérêt des États-Unis? Est-ce que c'est quelque chose qui a été concerté? Je ne sais pas, mais effectivement, ça semble être quelque chose d'assez plausible, que ce soit peut-être un élément de la négociation. On voit beaucoup de ce genre d'opération apparaître en ce moment. On parlera après des métaux. Et en Chine, on voit que la Chine est en train de faire monter la pression autour des métaux auprès de Donald Trump et des technologies bas carbone, de façon peut-être à commencer à essayer de rentrer dans la phase de négociation avant que Donald Trump arrive et ne pose ses conditions. Donc, mais un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, aux conditions que vous décrivez, permettrait à l'Europe de se réapprovisionner en partie en gaz russe et en pétrole russe. Ça me semble peu probable. Je pense que la relation est relativement compliquée aujourd'hui. Je pense aussi que les Russes, en matière de gaz, ont essayé de réorienter les flux, notamment vers des clients qui étaient en cours de développement parce qu'il y avait des pipelines, des gazoducs qui étaient en construction avec la Chine, et que ces pertes-là risquent peut-être d'être assez durables. Il va falloir réinstaller un climat de confiance aussi. Et avec Trump qui veut régler le conflit en Ukraine, mais qui dit aussi que tout ça, c'est pas forcément ce qui se passe en Europe, c'est pas forcément ses affaires, et qu'on a qu'à payer davantage l'OTAN et financer davantage l'OTAN si on veut davantage de sécurité. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans les pays nordiques également, avec la Russie, beaucoup d'accrochages. Donc c'est difficile de penser que le flux sera rétabli de façon complète, normalisée, et normalisée pendant un long moment, même si c'est notre intérêt clairement, parce qu'aujourd'hui on achète du gaz naturel liquéfié américain. Donald Trump nous a d'ailleurs demandé d'en acheter plus, mais ça nous coûte plus cher. Donc là, il y a un équilibre difficile à trouver. On est vraiment dans des sujets géopolitiques globaux. Ah, mais complètement. L'autre question que j'avais, alors c'est pas venant de Trump, mais de Scott Bessent, son futur secrétaire du Trésor. Il a cette règle des 3-3, donc amener l'économie américaine à 3% de croissance potentielle, réduire les déficits à 3% du PIB et augmenter la production pétrolière de 3 millions de barils par jour aux États-Unis. Sur ce dernier point, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est techniquement faisable, financièrement faisable? Est-ce que c'est géologiquement faisable, Benjamin? Alors, aujourd'hui, c'est difficile à dire, parce que les pétroliers de schiste vous disent qu'ils ont encore beaucoup de réserves. Il y a un certain nombre d'études sur la déplétion, la vitesse de baisse de production de ces puits qui laissent penser le contraire. Ça me semble difficilement faisable pour une raison, c'est que les producteurs de pétrole de schiste eux-mêmes ne le veulent pas. Je pense qu'ils ont été assez clairs sur le sujet. Les taux de croissance qu'on a pu connaître, de l'ordre de 15% par an
ces dernières années. Et quand on parle vous disiez 3%. 3 millions de barils jour supplémentaires. 3 millions de barils jour de production. Ça fait 25% de hausse de la production sur 4 ans. Ça fait donc 6% de hausse de la production par an. Aujourd'hui, on est plutôt sur des taux inférieurs à ça. Et je vois mal les producteurs de schiste accélérer, sauf à ce qu'on ait des conditions de prix qui soient bien supérieures à ce qu'on a pour l'instant. Mais encore une fois, je vous dis dans l'hypothèse, seulement dans l'hypothèse où le pétrole russe disparaîtrait, c'est relativement peu probable de voir ce phénomène se passer. On verra la semaine prochaine, mais peut-être que les producteurs de schiste et de pétrole américains vont bénéficier, je ne sais pas, d'un tarif de 25% par exemple sur le pétrole en provenance du Canada. C'est peut-être déjà une première victoire pour eux. Ça m'étonnerait pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui vous avez un problème de qualité de pétrole aux États-Unis. Ah, d'accord. Et ils ont besoin du pétrole canadien qui est très lourd pour leur raffinerie. Pour le mélanger avec le pétrole très léger qu'ils produisent pour leur raffinerie. Bon. Donc c'est peu probable. Comment j'ai une stratégie matière première là, dans la perspective de cette année 2025, quels sont les grands axes d'une stratégie comme la vôtre chez Ophi Invest Asset Management? Il y a 2 éléments qui vont être essentiels pour cette année. Le premier, c'est évidemment ces discussions entre Donald Trump et le reste du monde sur les tarifs commerciaux. Cette discussion, si elle tourne mal, pourrait générer pas mal d'inflation, ce qui serait plutôt profitable aux matières premières d'une façon générale et aux métaux précieux en particulier. Parce que sur les matières premières en général, le risque en contrepartie, c'est que ça ralentisse l'économie mondiale et donc ralentisse un petit peu la demande. Ce phénomène, selon nous, devrait néanmoins être limité parce que la part de la consommation de métaux dans les activités traditionnelles est en recul ces dernières années avec le développement des technologies bas carbone. Et sur cette partie-là, on a un certain nombre d'acteurs, notamment en Europe, mais surtout en Chine, qui continuent d'accélérer. Je pense que la Chine a pris vraiment le virage et a décidé que sa meilleure solution pour avoir du poids dans les discussions internationales, c'était d'être indépendant énergétiquement. En 2023, ils installent autant de panneaux solaires que le monde entier, Chine incluse, en 2022. Cette année, ils ont augmenté les installations de 30% par rapport à 2023 et ils continuent sur un rythme soutenu. 75% des véhicules électriques vendus dans le monde étaient vendus en Chine au mois de septembre. Donc, on a vraiment une tendance qui va dans ce sens-là. Et ça consomme des métaux. Beaucoup de métaux. Donc, sauf à ce qu'on ait un ralentissement fort, pour nous, la demande de métaux va continuer à augmenter. Et donc, ça sera plutôt bon pour les matières premières. Et puis, la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer en Chine. La Chine a beaucoup parlé de stimuler son économie. Et si elle stimule son économie, et notamment la consommation, ce qui est évoqué, ça devrait, là aussi, avoir un gros impact positif sur la consommation de métaux. Ça a déjà commencé, puisque la Chine a annoncé en janvier qu'elle prolongeait la prime pour les achats de véhicules électriques, alors qu'elle était censée s'arrêter. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vers cette décarbonation, aussi peut-être pour plus être le vilain petit canard qu'on dit tout le temps, quand la Chine fera quelque chose, et la Chine fait quelque chose, et ça commence à se voir, puisqu'en septembre, les émissions de CO2 étaient en baisse. Donc il y a un vrai... pour moi, on est dans probablement l'année 1, où ça y est, on a épongé tous les effets des surstocks qui avaient été créés pendant la crise en Chine. On a créé donc place aux fondamentaux, quoi. Et là, on va commencer à rentrer dans le dur, où on va commencer à voir le marché de l'argent qui est en déficit pour la 5e année cette année, le marché du platine qui va probablement finir en déficit, le marché de l'aluminium qui va probablement finir en déficit, et le marché du cuivre qui va probablement finir à l'équilibre ou légèrement en déficit. Donc là, on commence et c'est une tendance qui est pérenne en termes de déficit. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans la période où, je vous ai toujours dit, le prix des métaux, c'est un prix spot. Quand on rentre en déficit, les prix s'ajustent. On l'a vu avec le cacao, c'est le meilleur exemple. Le cacao, quand il est rentré en déficit et qu'on a vu que le déficit est durable, le prix s'est envolé. Voilà. L'ajustement du prix des matières premières, ça se passe comme ça. Et donc pour moi, on rentre dans cette période où on va rentrer dans un cycle séculaire pour les métaux, particulièrement industriels pour la transition énergétique, qui devrait nous emmener beaucoup plus haut dans les années qui viennent. Donc on reste très optimiste. Il y a ce risque quand même d'avoir un ralentissement économique, mais qui pour moi est pondéré par l'accélération inexorable dans le secteur de la transition énergétique. Et même si les Américains évoquent de sortir de l'accord de Paris, même si les Américains évoquent la réduction de l'IRA, vos invités précédents en parlaient. On parlait des grandes alliances net zéro, etc. C'est très peu probable. Et les États-Unis, il faut le rappeler, l'Agence internationale à l'énergie s'attend que sur la période 2023-2035, il représente 9% des installations de capacité renouvelable. Donc s'ils baissent même de 30%, ça fait une baisse de 3%. Si de l'autre côté la Chine accélère, on ne le verra même pas. C'est pas là-bas pour l'instant que ça se passe. Donc ils ont pris la décision de prendre du retard et d'utiliser le pétrole au maximum. Très bien.
Les Chinois, eux, font le travail. Et je pense que, à mon sens, sur le long terme, la stratégie chinoise est peut-être plus maligne. Merci beaucoup Benjamin. Merci d'être venu nous voir pour évoquer ces perspectives 2025 dans le compartiment des matières premières, votre grand domaine d'expertise. Benjamin Louvet, directeur de la gestion de matières premières chez Ophi Invest Asset Management, était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.